Bonjour à tous, nous allons commencer cette première conférence de ce début d'après-midi. On va parler du fameux village innovation à travers Pôle Dream. Le Pôle Dream assure depuis 2016 la relation aux entreprises, la communication, l'appui aux projets au sein du programme Pivot. Pour en parler avec moi, j'ai la chance d'avoir Francis Bertrand, bonjour, directeur du Pôle Dream, Stéphanie Védrine-Bauer, chargée de mission Pivot et Dream. Eh bien, je vais tout simplement vous laisser la parole, Francis, pour nous expliquer tout ça. Merci. Bonjour à tous. Alors, bouton vert en avant, bouton rouge en arrière. Le village innovation, c'est ce que vous avez juste derrière le rideau ici. C'est une initiative des pôles de compétitivité du domaine de l'eau en France, DREAM, Aquavalley, Hydreos. 3 pôles de compétitivité sur ce sujet en France. Et l'idée du village innovation, elle n'est pas née à Vichy, elle est née à Rennes. Tout simplement parce que depuis 2 ans maintenant, sur le carrefour des gestions locales de l'eau, on organise ce village innovation. L'idée, elle est toute simple, c'est de permettre à nos adhérents, parce que les pôles de compétitivité sont des associations, de permettre à nos adhérents de présenter ensemble leurs innovations, leurs activités, et de permettre en fait, de remplir une des fonctions des pôles, qui est la mise en relation de leurs adhérents sur leur domaine d'activité. Et aujourd'hui, et demain d'ailleurs, voilà les 8 adhérents de nos pôles qui exposent sur le village innovation. Je ne vous fais pas le détail, ils vous attendent, ils sont juste derrière à la sortie, donc rendez-vous est pris. Voilà, ça marche. Ça, finalement, cette petite image est assez symbolique et symptomatique de ce que sont les pôles de compétitivité, parce que, avant toute chose, le principe de fond, pour le dire comme ça, de l'existence des pôles de compétitivité en France, c'est de susciter de l'innovation. Au milieu des années 2000, quand le gouvernement a dit « je vais essayer de pousser les feux et d'augmenter la compétitivité des entreprises françaises », la petite idée, ça a été de dire « on va les pousser à innover, on va mettre de l'argent dans le système, on va même mettre de l'argent pour des projets innovants, donc à la fois des guichets et à la fois des structures d'animation », et c'est comme ça que les pôles sont nés. Pour ce qui nous concerne, nous, et je dirais Hydreos et Aquavalley aussi, il a fallu attendre 2010 pour qu'on apparaisse sur scène, au moment où le gouvernement a lancé la labellisation de pôle du réseau écotechnologie. Donc sur ces métiers-là, la fournée est arrivée un petit peu plus tard. Néanmoins, les fonctionnalités sont les mêmes pour chacun des pôles, c'est-à-dire faire de la rencontre entre la R&D publique et privée et des entreprises pour générer du business, générer de l'innovation, aider ces entreprises à monter des projets pour s'adresser au guichet de l'innovation, du financement de l'innovation, pardon. Et la troisième grande fonction des pôles que vous rencontrerez dans chacune ou chacun d'entre eux, c'est d'aider ces entreprises à se développer à l'international. Quelques petits chiffres clés pour ce qui nous concerne, nous, Dream. Je vais commencer par le bas, après tout. On est né et on vit à Orléans. On est nativement actif sur la région Centre-Val de Loire et on a l'ambition, ces temps-ci, d'agir sur l'ensemble du territoire du bassin Loire-Bretagne. Et pour la petite histoire, nos bureaux, c'est des mètres carrés de l'agence de l'eau Loire-Bretagne. Bien, quelques chiffres pour finir sur notre présentation. Je vous ai rappelé les fonctions. Mise en relation d'adhérents, on tangente les 97. Si on fait un effort, on passe les 100 et on paye le champagne, je vous préviens tout de suite. Et notre fonction de mise en relation et de montage de projet, ça donne ces chiffres-là, c'est-à-dire à peu près ou un peu plus de 80 projets dits labellisés et financés. Je fais un petit distinguo entre labellisés et financés. Je vous ai dit il y a quelques minutes que l'ambition ou une des missions des pôles, c'était de permettre à des entreprises, à des labos académiques de monter des projets innovants et d'aller au guichet de l'innovation, au guichet du financement de l'innovation. La labellisation, c'est l'étape intermédiaire. Les partenaires se sont rencontrés, ils ont fait connaissance, ils ont rédigé une jolie copie, et bien ils passent au label du pôle. Il y a un examen par le fond de la teneur et de la tenue du projet, il y a un label à poser, et c'est à cette condition pour certains guichets qui peuvent être soumis. Donc quand on fait le calcul et le cumul, à date, de 2010 à 2018, on a dépassé les 80 projets labellisés financés, et le total cumulé de l'argent public mis sur ces projets dépasse aussi les 80 millions d'euros. Bon, c'est des ordres de grandeur. C'est tout à fait louable compte tenu de notre écosystème, parce que pour ce qui nous préoccupe, et d'ailleurs j'aurais dû revenir sur ces sujets-là, chaque pôle
à des thématiques. Quand on parle de pôle de l'eau, il s'adresse génériquement aux métiers de l'eau. Nous avons des spécificités, Hydreos, Aquavalley également. Et pour ce qui nous concerne, on est sur les sujets de l'eau quand elle n'est pas que dans les tuyaux, l'eau associée au milieu. Traduit dans les faits, on a 3 grands domaines d'activité, la métrologie environnementale, de la mesure jusqu'à la décision. Un autre sujet sur l'ingénierie environnementale, et la troisième corps de métier, on va dire ça comme ça chez nous, c'est les traitements alternatifs pour les sols et pour l'eau. Eh ben, je vais plus vite que la musique. Les voilà, mis en image, nos domaines d'activité stratégiques. Alors, je suis désolé du verbiage. C'est ce qu'on signe dans nos documents, dans nos contrats de performance avec nos financeurs publics. On s'engage à travailler sur ces thématiques-là. Je voudrais associer les 3 petits logos que vous voyez à droite de l'image, qui sont les logos de 3 projets ou initiatives dans lesquels nous sommes partenaires. Pivot, on va en parler tout à l'heure avec Stéphanie. La FEV, c'est autre chose. Valbiodive, encore une fois, ou un 3e sujet. Mais commençons par le milieu. La FEV, c'est la Fédération des entreprises de l'épuration végétalisée. C'est une fédération d'entreprises créée à l'initiative des pôles et pour lequel nous, Dream, avons une tâche de soutien. Donc c'est quelque chose où on croit assez fortement et du coup, on y passe du temps, on y passe de l'argent et on anime cette communauté d'entreprises. Valbiodive, CVL, désolé pour l'acronyme, moi je préfère finalement les 2 premiers mots, la valorisation de la biodiversité, parce qu'on part du principe qu'il n'y a pas meilleur moyen de protéger, la biodiversité que de la mettre en valeur. Donc le sujet de Valbiodive, qui est une concentration d'entreprises, d'institutionnels également, pilotée par un ancien d'LVMH qui y croit dur comme fer, c'est de dire qu'il est plus facile d'aller sourcer des produits principes actifs en France que d'aller chercher à La Réunion ou à Madagascar. Donc voilà, la valorisation de la biodiversité, ça passe par là. Et notre idée, c'est de décliner ce concept en se disant il y a des utilisations, il y a des sujets de valorisation de la biodiversité dans le domaine urbain, dans le domaine industriel, dans le domaine forestier. Et donc, on va s'atteler à ces choses-là. Le bénéfice, c'est de faire que des acteurs de ces domaines-là se rencontrent, travaillent ensemble, c'est une fonction des pôles, et qu'ils puissent sortir des projets, de l'innovation et in fine de l'activité économique. Voilà, c'est la chaîne vertueuse, encore une fois, du process des pôles de compétitivité. Pivot, je réserve, on en parle un petit peu plus loin, mais en une phrase, c'est une fédération de plateformes de métrologie environnementale financée par de l'argent public, dont on escompte du bénéfice ou de l'impact socio-économique, c'est-à-dire qu'on les ouvre à la prestation auprès des entreprises. Bien. Petit focus sur qui compose, qui sont les adhérents de notre pôle. Et finalement, que l'on parle de nous, vous allez voir des logos, mais en définitive, on retrouve dans les pôles à peu près la même chose. Des académiques, laboratoires de recherche, universités, grandes écoles, évidemment, sont actives là-dedans. On a les structures à mi-chemin, public-privé, comme le BRGM, qui fait de la prestation, mais qui fait de la recherche également. Et puis, je dirais, comme tout à chacun, ou comme dans l'essentiel des domaines d'activité en France, à 90%, nos entreprises adhérentes sont des PME. Évidemment, il y a des structures qui tirent un peu le process, comme chez nous récemment Atos. Vous allez nous dire pourquoi un des gros joueurs des services numériques est adhérent d'un pôle de compétitivité sur le domaine de l'eau. Extrêmement simple. Ils ont un laboratoire d'innovation parce qu'en fait, ils cherchent à faire de l'innovation aussi sur le domaine environnemental. Ce labo, il est installé à Orléans. On travaille avec eux sur des projets d'innovation dans le domaine appliqués à l'eau. Voilà, tout simple. Ça va aussi permettre à nos entre guillemets petits adhérents de se mettre à niveau sur des technologies et d'embarquer avec des partenaires de business qui sont assez efficaces sur le sujet. Bien. Et à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire à l'autre extrémité des 130 000, je crois que c'est de cette taille-là, Atos, 130 000 personnes, il y a les 5-10 personnes des toutes petites entreprises qui sont adhérentes chez nous. Et qui sont sur tous les registres. Je vous donne 2 exemples en passant. Le prieuré végétal, c'est la toiture végétalisée, c'est-à-dire quand vous vous dites je n'ai pas envie de mettre toute l'eau qui tombe de mon toit directement dans le tuyau, qu'est-ce que je peux utiliser de techniques alternatives pour gérer ces eaux pluviales? Le prieuré, il cartonne. En passant au pôle, ils sont passés de 5 ou 8 à 40 employés.
Watchfrog, c'est le pilote d'une filière naissante en France, la filière des bioessais biocapteurs. C'est-à-dire on ne trempe pas qu'un thermomètre ou des dispositifs électroniques dans l'eau pour les tester. On peut aussi faire passer des têtards et on se rend compte qu'à leur comportement ou sous certains éclairages, ils rayonnent d'une manière particulière. Ils sont donc des marqueurs de présence de certains composés. Voilà, donc ça c'est en passant de petits sujets. Développement à l'international, un petit focus sur tout en bas au milieu, Vernier Hydro. Vernier Hydro, ce sont les rois de la pompe à force humaine en Afrique, c'est-à-dire la pompe à pied, la pompe à main. Donc le moyen d'alimenter des villages en eau, c'est Vernier qui fabrique et ils sont leaders de l'affaire. Alors, je vous ai parlé de domaine d'activité, mais bon, ça c'est un petit peu, je dirais, du verbiage administratif. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il faut écrire quand on écrit son contrat de performance. Maintenant, on regarde du côté du business et des marchés. Chez nous, on les a ciblés sur ces 5 grands sujets-là. Ce qu'on appelle la métrologie et le big data environnemental, évidemment, on tombe un peu dans les néologismes, néanmoins. Dans le domaine de la métrologie, les capteurs, on va les multiplier. Donc, on va multiplier l'information. Donc, on va multiplier le stockage. Donc, on va enrichir les analyses et les traitements, et on espère une meilleure prise de décision. Le paquet Big Data ou le sujet Big Data, et je rajouterai bien aussi l'intelligence artificielle, ça va finir par nous tomber dessus également. On n'est pas encore dans le stade ou au stade de quantité d'informations qui nous qualifie peu ou prou de sujet à Big Data. Je pense que ça ne va pas tarder. Une des spécificités de nos domaines, c'est que l'information qu'on produit ou que nos entreprises produisent, elle est compliquée. Ce n'est pas juste une mesure, enfin, il y a de la mesure de niveau, il y a de la mesure de température, mais il y a quelquefois une information beaucoup plus compliquée à comprendre qui nécessite de l'ingénierie. Globalement, les sujets gestion de la ressource en eau et des milieux, bon bah là, effectivement, quand on assort, Veolia, Suez à bord, il y a des sujets qui préoccupent. Gestion de la ressource, une fois qu'elle est dans les tuyaux, petit cycle, gestion en dehors des tuyaux quand on parle du grand cycle. Je peux faire un petit parallèle sur les sujets à venir pour les pôles de compétitivité, parce qu'en 2 secondes, depuis une semaine, il y a au sein du Conseil national de l'industrie un comité stratégique de filière sur l'eau. Ça, c'est une belle victoire pour la filière. Et donc, on commence à adresser les sujets de demain. Il y a 30% de réduction sur le circuit d'eau potable, 30% de pertes à récupérer. Il y a des questions de transition numérique pour toutes ces entreprises, une optimisation de la consommation, une optimisation du monitoring. Il y a les questions des micropolluants. Toutes ces choses-là, on va devoir, nous, les pôles de l'eau, les rentrer dans notre génétique. Donc ce que vous voyez là, à partir de l'année prochaine, ça va changer. Parce que vous le verrez si vous fréquentez d'autres pôles de compète, on finit cette année un exercice de 6 ans. Notre feuille de route se termine cette année. On prépare la suivante. Et donc dans ces sujets de big data, bien sûr, de polluants émergents. Et quand je parlais de ressources, quand je pensais à la ressource en eau, je pensais aussi à un des principes ou un des sujets qui phosphore en ce moment, 2 sujets, que sont la réutilisation de l'eau, c'est-à-dire celle qui sort de la station d'épuration. On ne va pas faire que la remettre dans la rivière, on va voir si on ne peut pas la remettre dans le circuit. Et autre élément, changement climatique aidant, l'eau qui tombe, il va falloir penser à la stocker. Et pourquoi pas dans le sous-sol. On a des nappes phréatiques qui peuvent servir à ça. Donc là, il y a des sujets de fond, des sujets à la fois de science et d'ingénierie et d'industrie. On met de l'eau dans un réservoir naturel, où est-ce qu'on la met? À quel régime? Comment on la sort? À quel prix elle circule? Enfin bref, voilà, il y a beaucoup de sujets qui vont, à mon avis, impacter nos activités, aussi bien nous à Dream que chez nos amis d'Hydreos et d'Aquavalley. Épuration végétalisée, vous avez vu qu'on a initié la Fédération des entreprises du végétal, c'est un des sujets qui nous intéresse énormément et je le couple assez facilement avec le suivant, le marché ou la filière plutôt phytoremédiation, c'est-à-dire on ne traite pas avec de la chimie, on peut aussi traiter avec des plantes. Dernier avec Valbiodive, c'est le sujet de la biodiversité. Bon, vous allez me dire, c'est un mot un peu tarte à la crème, la biodiversité. Néanmoins, vous avez tous compris ou tous remarqué que les agences de l'eau se font gratter une bonne part de leur budget pour l'Agence française pour la biodiversité. Donc le couple eau et biodiversité est un sujet ou un couple d'avenir, disons-le comme ça. Donc à regarder pour nous ce que ça peut donner. Je vais vous présenter sur 4 séries notre offre de services parce qu'il faut structurer notre action. C'est simple de dire qu'on fait de la mise en relation, qu'on fait dans le projet innovant et qu'on fait dans le développement à l'international. Plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quel mot on emploie ou on met derrière tout ça?
L'offre de service sur les projets, c'est assez simple, hein. Je vous l'ai dit, fonctionnellement, on fait que nos adhérents se rencontrent, on les aide à monter leur projet s'ils ont besoin. Bien souvent, historiquement, ce sont des structures assez à l'aise dans le dispositif. Ils viennent avec un projet quasi ficelé. Des fois, il manque un partenaire, des fois, il y a une petite relecture à faire avant de le passer à la labellisation. Bon, on rend ce boulot. C'est un volume d'une quinzaine de projets à l'année, toutes dimensions. C'est-à-dire aussi bien du projet soumis au financement régional à quelques centaines de milliers d'euros que des affaires pour les guichets européens ou le guichet du Fonds unique interministériel, qui est la source de financement de l'innovation en France, centrale, hein, créée en même temps que les pôles. Et là, c'est des projets à quelques millions d'euros. Bien. Nous avons voulu structurer cette affaire-là, c'est-à-dire que si vous venez au pôle avec un projet tout prêt à labelliser, on le passe à la labellisation, bienvenue, vous êtes adhérent, tout va bien, et vous venez un peu plus tôt en nous disant le projet n'est pas tout à fait fini, il manque un partenaire, je ne suis pas tout à fait sûr sur le modèle économique, on peut aider. Et là, on se pose en prestataire de service, puisque, petit rappel structurel, un pôle c'est une association, ça vit de l'argent public, ça vit de l'argent de ses adhérents et de ses prestations. Donc voilà, sur la partie projet, ce que ça peut donner. Le développement des réseaux, eh ben, écoutez, nous, c'est pas compliqué, c'est autour de 20 événements à l'année, aussi bien notre assemblée générale qui permet de raconter un peu le bilan et de montrer nos avantages, mais c'est un moyen à chaque fois de se rencontrer nos adhérents entre eux. Et on multiplie ça, non pas à l'envi, mais sur des thématiques. C'est-à-dire que sur nos domaines d'activité, on anime, donc on fait se rencontrer les gens. Et sur des événements plus génériques, eh bien là, c'est un peu la communauté entière qui peut se rencontrer. On a ouvert une dimension supplémentaire à cela, c'est que des pôles de compétitivité, sur notre région, il y en a 4. Donc on s'est dit, entre nous, il y a des sujets communs. Alors, vous regarderez à l'occasion le pôle S2E2 qui fait sur le côté énergie. Le sujet de la métrologie les intéresse aussi, donc on va peut-être faire quelque chose ensemble. Autre point ou angle d'analyse, chaque pôle de compétitivité, c'est à chaque fois des associations, c'est à chaque fois des adhérents qui se posent des questions quand ils montent un projet de propriété intellectuelle ou qui, comme nous, ont besoin d'apprendre à faire un pitch en 3 minutes. Donc on se dit, on va offrir un service qui va permettre à ces structures de se monter en compétence là-dessus. Et du coup, en prenant un café, on fait que nos réseaux se croisent. Et ça marche assez bien d'ailleurs. La thématique de la formation, c'est un sujet extrêmement important depuis peu. Alors, nous, on a toujours référencé les formations dans le domaine de l'eau sur notre site. On renforce l'action de publicité des offres d'emploi. On est même dans le schéma de se dire il faudrait qu'on fasse le pendant, c'est-à-dire une équivalente CV Tech, quelque chose comme ça. Mais ce dont on s'aperçoit pour vivre en Centre-Val de Loire, c'est qu'on est une région assez intéressante à vivre, hein. Orléans, c'est 1 heure de train de Paris, donc c'est plutôt grande banlieue en termes de déplacement. Par contre, on a d'activité qui va bien, on est au-dessus des moyennes nationales en termes de confort de vie et d'activité économique. On a beaucoup de mal à recruter. Donc, on rejoint le mouvement de la région, on rejoint le mouvement des entreprises pour faire un gros coup de promotion des emplois et de la capacité à travailler tranquillement et plutôt bien ici. Et dans un temps de reprise, eh bien, voilà, si les entreprises redémarrent, il faut que l'effectif suive. Et pour que l'effectif suive, il faut recruter. Donc là, on se pose sur cette chaîne-là aussi. Notre offre de service, c'est aussi l'ouverture au nouveau marché. Je vous ai dit qu'une des fonctions, la 3e fonction des pôles, c'est d'aider les entreprises à se développer à l'international. Là-dessus, à Dream, on a identifié 2 lignes d'action. Une ligne d'action entre guillemets régionaliste, c'est-à-dire qu'avec nos amis de l'Agence de développement économique régional, DevUp, qui sont eux-mêmes membres du réseau des entreprises européennes, hein, EEN, eh bien, on fait le relais de ce que demandent des appels à recherche de partenaires, à montage de délégations, à rencontre d'entreprises qui peuvent passer par le canal régional, donc là, j'appellerais ça la filière DevUp. Et puis, eh bien, avec les autres pôles de l'eau, plus quelques clusters, on a fabriqué pour l'instant ce qui est une simple marque, France Water Team, et qui est notre, entre guillemets, force de propulsion à l'international. Le principe est simple, c'est que France Water Team, quand vous faites la somme des entreprises de tous les logos que vous voyez là à l'écran, c'est plus de 650 entreprises maintenant. Donc on ne dit pas qu'on chasse en meute, on dit qu'on est capable de monter toutes les chaînes de valeur qu'il faut.
Donc quand on adresse un marché, un pays, c'est assez facile de se présenter comme ça. Et c'est aussi un élément de poids quand on se positionne quelque part, quand on prend un stand sur un salon, de dire nous, ce sont les entreprises de l'eau françaises, et derrière nous, il y en a 650. Donc c'est un argument assez intéressant. Mais on ne s'est pas arrêté à cette chaîne-là, c'est-à-dire que au-delà de fabriquer, je dirais, des délégations, c'est 15 salons à l'année, hein, France Water Team, un peu partout dans le monde, on a questionné tous nos adhérents. Et on est maintenant face à l'expression du besoin de nos adhérents pour leur développement à l'international. Donc on sait dire sur quelle zone géographique il y a de l'intérêt, sur quel besoin d'appui d'épaule. Ils ont exprimé la nécessité d'être renforcés, on va le dire comme ça. Donc ça va venir et notre action, elle va prendre une forme plus concrète à partir de cette année. Jusqu'à maintenant, on est sur la fréquence des salons, une série à l'année. France Water Team, il y a un site web, vous trouverez et vous verrez le programme. Par contre, cette année, on va mettre en œuvre l'expression de besoin, on va mettre en œuvre la réponse à l'expression de besoin de nos adhérents. Et c'est des questions très triviales, hein. Un réseau de partenaires en Europe, comment je le monte, comment vous pouvez m'aider, qui sont les distributeurs sur lesquels je peux m'appuyer. Je vous rappelle une chose pour ça. Certes, il y a Suez, il y a Veolia, il y a Lassor, il y a EDF, il y a tout ça, il y a Atos. Ils n'ont pas besoin de nous. Par contre, il y a 90% des entreprises de moins de 50 personnes. Et ça, se lancer à l'international, c'est une véritable aventure. Donc autant qu'on ait une réponse concrète à tout ça. Je suis presque bavard, mais ça c'est une habitude. Le détail est là, on est derrière, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Tout est sur le site. Et puis le complément, et ben, en fait, voilà, pendant 2 jours, on est à côté. On passe direct à un petit exemple de ce qu'on est à même de faire. Et avant de plonger dans le détail, juste vous dire qu'on est capable de faire nos fonctions de pôle comme on est capable de donner un coup de main sur des opérations qu'on considère être d'ampleur ou d'intérêt pour nous. Et le programme Pivot, je ne vous donnerai pas l'acronyme parce qu'il est incompréhensible et on est allé chercher des lettres au milieu des mots pour arriver à Pivot. Bon, il est derrière moi. Le principe de Pivot, c'est extrêmement simple. C'est les structures qui font de la R&D dans le domaine environnemental sur la place d'Orléans se sont fédérées, ont obtenu un financement régional et européen. Et la région a dit, c'est parfait, c'est une excellente chose, c'est une très très bonne idée de vous fédérer pour couvrir, je vais vous présenter ça un petit peu plus dans le détail, les différentes composantes de l'environnement. Simplement, on en escompte un impact socio-économique. Donc il faut que ces plateformes génèrent de l'activité. Et un des moyens de le faire, au-delà des projets collaboratifs qui permettent d'associer une plateforme d'un laboratoire avec une entreprise, c'est de faire que ces plateformes s'ouvrent à la prestation de services. Et ça, c'est une donnée de fond, un principe de fond de ce programme-là. D'ailleurs, pour la petite histoire, Pivot, c'est un des 5 programmes de cette thématique ou de ce type-là initié par la région Centre-Val de Loire. Et celui-ci est dédié à ce qu'on appelle la métrologie environnementale. Bon. Donc voilà, développer de l'activité socio-économique, un impact aussi sur la recherche parce que le principe de donner à voir ces plateformes, de montrer qu'elles sont intégrées, qu'elles suscitent de l'argent, de la recherche, c'est aussi un moyen d'attirer des chercheurs en plus. Nous avons, mais je pense que c'est une notion assez partagée, autour de l'Université d'Orléans et du CNRS, une structure qui s'appelle le Studium, dont le boulot est de financer l'accueil pendant 1 an de chercheurs étrangers. Donc on les met là-dessus, on les fait travailler sur une des thématiques. Donc voilà, Pivot, c'est ce qu'on appelle un des projets Ambition R&D 2020 de la région. Pour vous donner des ordres de grandeur, c'est sur la première phase 10 millions d'euros d'équipement, c'est pas rien. Ça permet d'équiper certains, mais Stéphanie vous en parlera plus en détail, d'équipements qui sont au nombre de 3 en Europe. Voilà, il y en a un ici. On parlait des milieux concernés, c'est très simple. Avec à bord de Pivot le CNRS, le BRGM, quand je dis le CNRS, c'est plusieurs laboratoires du CNRS, le BRGM, l'INRA, Antea Group qui fait de l'ingénierie sur ces sujets-là, on couvre un continuum du sous-sol à l'atmosphère. Et c'est ça le principe, enfin l'idée centrale, c'est plutôt que chacun glane des sujets sur sa thématique, de faire qu'ensemble, on puisse traiter des questions scientifiques et technologiques et à terme du marché, couplées. Échanges sur l'atmosphère, j'en passais des meilleurs. Ben voilà, le schéma il est là, à droite. Vous voyez que entre nos amis de DECAP qui fabriquent du capteur à la chaîne au CNRS,
Il y a par exemple 3 plateformes qui travaillent sur le segment sol-sous-sol, une OBRGM, une au CNRS, je vais détailler un petit peu celle-ci parce qu'elle est un petit peu curieuse, et Permeca qui est une plateforme dédiée plutôt à la géotechnique, à la géomécanique. Celle du milieu, on va viser large. OZNS c'est un peu obscur, c'est l'acronyme de l'Observatoire de la zone non saturée. Pour les scientifiques, ça parle bien. Pour moi, ça ne m'a pas parlé au départ. Et ben, la zone non saturée, c'est ce qu'il y a entre la surface et le toit d'une nappe phréatique en sous-sol. Et on s'est aperçu qu'on ne maîtrisait pas la manière dont circulaient les polluants, les engrais, enfin bref, les produits phytosanitaires entre le sol et la nappe phréatique. C'est-à-dire, comment essayer de comprendre pourquoi, alors qu'on a interdit des produits il y a une trentaine d'années, on continue à les trouver. Ça veut dire qu'ils ont mis plus de 30 ans à circuler sur 30, 40 ou 50 mètres. Donc il y a des questions derrière, il y a des questions pas que de science, et c'est une bonne illustration de mon propos, c'est pas que de la science. Évidemment, on peut comprendre, mais quand vous mettez dans la boucle le producteur de l'engrais, qui finit justement à cet endroit-là, il a une nécessité à comprendre comment ça se balade et ça se transforme derrière pour améliorer ses process de production. Je vous donne une illustration. Les engrais de notre adhérent, à 63%, ils sont utilisés dans le sol. Ça veut dire qu'à 37%, ils ne sont pas mobilisés par les plantes. Donc à 37%, ils restent ou ils circulent dans la nappe. Prenons ce chiffre-là sous l'angle économique. À 37% de ce qu'il a mis, l'agriculteur, c'est de l'argent perdu. Il y a des questions économiques qui se promènent derrière. Donc OZNS, c'est une des plateformes parmi les 7. Je remonte toujours du sous-sol vers la haute atmosphère. On a 2 plateforme qui travaille sur les échanges entre le sol et l'atmosphère, une qui est plutôt dédiée aux activités agricoles, c'est l'INRA qui est pilote, et une autre qui est sur l'appréciation de la manière dont le méthane sort des tourbières. Vous allez me dire, c'est un sujet excessivement réducteur et réduit, sauf que au plan environnemental, le jour où les tourbières relarguent tout le méthane, la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère deviendra particulièrement critique. Là, il y a péril. Voilà, je retire ma casquette Nicolas Hulot. Et au plan économique, c'est très simple. Il faut des capteurs pour tester ces trucs-là. Et la petite idée, c'est ils sont fixes pour le moment. Étudions la manière d'industrialiser ce truc-là et de les rendre mobiles. Donc on les déplace d'un endroit à l'autre. Et la modélisation de la circulation atmosphérique, on va la comprendre un petit peu mieux. Enfin, de ces échanges, pardon, au milieu de tout ça. Bien, et arrivé tout en haut, on est avec nos amis du CNRS et Prat sur en fait, la manière dont des composés volatiles se dégradent et évoluent au cours du temps quand ils sont soumis à une circulation atmosphérique. C'est très rigolo à voir, Prat, c'est une bulle au-dessus d'un bâtiment du CNRS qui est soumis à la lumière du soleil, du matin, du soir, et il y a plusieurs millions d'appareillages de mesure en dessous pour comprendre la manière dont les choses circulent à l'intérieur. C'est évident que dit comme ça fait beaucoup science. Néanmoins, il faut les fabriquer, ces capteurs, ces instruments. Donc il y a déjà un débouché là-dessus. Et puis, je dirais réglementation aidant, tous les opérateurs qui émettent dans ces segments-là, à un moment ou à un autre, vont devoir certifier qu'ils le font proprement. Donc voilà, on saura leur répondre. En fait, je vous l'ai dit, je vais trop vite par rapport aux mes diapositives là. C'est très simple. Pivot, ça va travailler sur plusieurs, je dirais, filières économiques. Il y a le sujet des capteurs dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'atmosphère. Il y a le sujet de l'ingénierie associée à tout cela, parce qu'on parlait de métrologie tout à l'heure, fabriquer des capteurs, c'est fabriquer de l'information, il faut savoir la traiter, il faut savoir la rentrer dans des modèles, il faut savoir profiter et utiliser ces modèles derrière. Donc l'ingénierie a sa place. Tout à l'aval de tout cela, une fois qu'on a bien compris comment fonctionnaient les systèmes, il faut travailler la correction de tout ça. Quand on a étudié et compris le fonctionnement d'un site pollué, il faut bien y remédier, il faut bien le dépolluer. Et puis, un petit peu comme d'habitude, il y a du projet collaboratif qui se met, et là c'est une des fonctions des pôles, comme je vous en ai dit quelques mots tout à l'heure. Bien. 2 petits exemples sur ce qu'on appelle des chaînes de valeur. Cette fois-ci, c'est la filière dite surveillance et gestion de l'environnement. Ça va, je déborde un petit peu, j'accélère. C'est une très bonne filière, achetez-la, je vous en prie. Non, néanmoins, surveillance et gestion de l'environnement, il y a de quoi faire, et vous le voyez sur ce principe-là. La suivante, c'est ce qu'on appelle les écotech et la remédiation des milieux contaminés. On prend sur une des plateformes un stock de terre d'un site contaminé, on teste des process, on trouve le moyen d'améliorer les choses, et on retourne sur le site pour dépolluer. Voilà avec qui on joue sur ces plateformes-là. Vous allez retrouver des noms que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Ça veut dire que d'un côté, Veolia Suez, tout va bien. Iginus, ce sont des fabricants de capteurs
bretons qui s'intéressent à tout cela. La petite idée pour eux, c'est de se dire, sur ces plateformes, je mets mes capteurs et je vois comment ils résistent au temps qui passe. Et puis, vous avez des structures beaucoup plus originales comme Rive, qui travaillent sur la remédiation de sites et de rives de cours d'eau. Voilà, je vous ai donné les noms plusieurs fois, vous avez le détail des laboratoires, mais les joueurs de pivot, c'est, je ne vais pas dire par ordre alphabétique, mais pas loin, le BRGM, les universités, enfin l'université d'Orléans et le CNRS, l'INRA pour la partie agricole, Antea Group c'est de l'ingénierie, nous pour la partie prospection, mise en relation avec les entreprises, et nos amis du Studium pour faire venir des chercheurs travailler sur ces problématiques-là. Voilà, désolé pour le delta, Stéphanie. Bonjour. Donc là, je vais vous détailler deux plateformes. Donc la plateforme PESA, qui est subdivisée en deux plateformes, donc PESA A et PESA T. Donc on va détailler plus PESA A qui est sur les sols agricoles. Et la plateforme PRIME, qui est sur la remédiation et l'innovation au service de la métrologie environnementale, et donc sur la dépollution des sols et des eaux. Donc la plateforme PESA A, donc, sur les échanges sol-atmosphère, donc, coordonnée par l'INRA et par l'ISTO et le CNRS. Donc cette plateforme s'inscrit dans un contexte sociétal, donc un changement climatique, et donc dans l'idée d'atténuer les émissions de gaz à effet de serre et d'agir sur les tensions sur la ressource en eau. Il y a également la problématique du changement de biodiversité dans les zones humides et travailler sur la restauration et conservation des services écosystémiques, donc du stockage du carbone et de la régulation des crues. Les objectifs scientifiques et techniques de cette plateforme, c'est de générer des mesures intégratives spatialement et temporellement des gaz à effet de serre dans les tourbières et les agrosystèmes, de mieux connaître la gestion de l'eau dans ces agrosystèmes et les conséquences sur la production agricole, et d'obtenir et d'avoir à disposition des bases de données interopérables. Donc cette plateforme, donc en région centre, l'irrigation, donc la région centre, c'est la première région en termes de potentiel d'irrigation. 20% de la surface agricole utile est irrigable et 14% est irriguée. L'augmentation de la production végétale de 9, 16, 17 en Beauce en 10 ans. Donc il y a une problématique, il faut l'étudier. Donc la Beauce, donc la région centre, est connue pour ses cultures de blé et de maïs, et le mode d'irrigation est l'aspersion. Donc l'idée de cette plateforme, en plus d'autres outils comme un simulateur de pluie pour faire des études des caractérisations des propriétés physiques du sol, l'idée en plus c'est de concevoir une rampe d'irrigation de précision, donc avec l'entreprise Cheno Agritech, et en utilisant un dispositif Valet. Cette rampe d'irrigation sera placée sur le site de l'INRA à Nouzilly, où il y a beaucoup d'expérimentation. Et donc voilà. Donc ça, c'est un des dispositifs qui est en cours de conception. Et cette plateforme est d'ores et déjà existe déjà par d'autres outils pour faire des tests de meilleure compréhension des caractéristiques physiques et chimiques des sols agricoles. La deuxième plateforme, c'est la plateforme PRIME, donc coordonnée par le BRGM. L'objectif de cette plateforme, c'est de développer les services en métrologie environnementale, fondés sur la compréhension et quantification des processus de transport réactif des polluants dans les sols, sous-sols, sédiments et aquifères, et d'approcher ces processus à différentes échelles afin de mieux comprendre et prédire les effets de changement d'échelle. Donc, en quoi consiste cette plateforme? C'est une halle expérimentale en cours de construction, mais qui a déjà des outils à disposition. Donc, cette plateforme, c'est une installation ICPE qui est implantée donc, au BRGM à Orléans. C'est un espace donc, de montage avec des prototypes, et donc un montage
pour faire des expérimentations. Donc au total 700 mètres carrés. Il y a une halle de circulation et des pilotes donc submétriques et métriques qui sont déjà existants dans des labos séparés et qui là vont être regroupés dans une grande halle. Et la nouveauté la nouveauté de cette plateforme, c'est de construire un pilote plurimétrique, donc 150 mètres carrés, afin de réaliser des expérimentations donc variées. Donc là, voici un petit schéma de ce futur pilote. Donc ce pilote permettra d'étudier les transferts horizontaux et verticaux sur des sections de 10 mètres carrés. Et c'est donc un outil de choix pour étudier l'impact d'un sol sur une nappe d'eau. Donc ce parallélépipède sera scindable en plusieurs modules. Il y a de nombreux points de piquage sur les parois donc, où des capteurs pourront être installés. On pourra créer un gradient hydraulique latéral, il y aura des surfaces inertes, on pourra avoir une approche géophysique également et retraiter les eaux en sortie. Et voilà. Donc ça, ce sera opérationnel en mars 2019, c'est en cours de construction, mais les outils existent, les outils submétriques et métriques existent déjà et donc sont déjà à disposition pour des expérimentations. Donc les moyens, c'est donc des systèmes d'analyse et de mesure et des ressources humaines et laboratoires pour réaliser ces expérimentations sur certains processus clés, donc comme les essais sur polyorganique pur ou des dégradations spécifiques. Les applications possibles, donc c'est la simulation de circulation d'eau souterraine pour tester des capteurs ou des échantillonneurs passifs. La migration et le devenir de contaminants au travers de matrices solides, donc soit fragmentées, soit consolidées, en conditions non saturées, saturées ou un continuum. Et mettre en œuvre et valider des outils et des procédés de remédiation, donc physique, chimique, biologique, à différentes échelles jusqu'au pilote industriel. Donc, oui. Quelques exemples. Donc, actuellement, des études sont déjà en cours où on peut travailler sur un dispositif, faire des analyses et des études sur un dispositif expérimental clos qui s'appelle le pilote Labio. Et il y a également des études possibles in situ, des études de dépollution in situ. Donc, la plateforme PRIM collabore déjà avec pas mal de partenaires privés, donc plus de 15 entreprises partenaires. Et donc voilà. Donc, l'offre de service de cette plateforme, donc elle peut accompagner dans les projets de financement, aider, sécuriser et contribuer aux stratégies de propriété intellectuelle et confidentialité, guider dans la conceptualisation des expérimentations, aider à interpréter et valoriser au mieux les résultats, et tout ça avec un gage de qualité et de sécurité. Ils sont avec un seul interlocuteur référent et en conformité avec une ISO, une démarche qualité. Donc voilà, donc en conclusion, le programme Pivot est donc dédié à la métrologie environnementale. Son credo, c'est expérimenter pour mieux comprendre, expérimenter pour agir. Et agir, c'est donc agir également sur le développement économique et le rayonnement régional. Et donc, les plateformes sont disponibles pour des projets collaboratifs, donc de la conception, réalisation, valorisation, sur des financements régionaux, nationaux ou européens. Réaliser des prestations de services à différents niveaux de chaîne de valeur. Et la possibilité de réaliser des développements, tests ou validations des méthodes et des équipements. Et de former, de faire des démonstrations des pilotes existants. Donc voilà, donc nous sommes au village Innovation juste à côté. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas. Vous avez une petite plaquette également qui détaille chaque plateforme. Et vous avez le site web où il y a pas mal d'informations. Et voilà. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation très complète. Est-ce que vous avez quelques questions? Ou est-ce que vous allez attendre que je dise bon, merci beaucoup d'être venu et après vous allez venir voir nos intervenants et leur poser vos questions en face à face? C'est dommage, on n'en profite pas tous. Bon, moi j'en ai une petite.
Pourquoi finalement ce programme pivot a été commandé par la région? Il est bâti sur quel besoin? Qu'est-ce qui l'a appelé? Je pense qu'il y a eu des besoins des deux côtés. C'est-à-dire que la région avait besoin, toujours sous l'angle du développement économique, de générer de l'activité à partir de ses actifs. Et de l'autre côté, il y avait la fédération, BRGM, CNRS, INRA, donc des institutionnels ou des académiques, on va dire comme ça, du domaine, de se dire ensemble, finalement, on a pas mal de choses en commun ou en proximité. Donc l'union fait la force, voyons voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc d'un côté, ces gens-là sont venus voir la région en disant on aurait peut-être besoin d'un petit coup de main financier pour monter un peu en gamme en termes d'équipement. Et la région a dit très bonne idée, mais par contre, débrouillez-vous pour que ça génère de l'activité. Donc déjà, vous allez faire entrer le Pôle Dream pour qu'il vous aide à connecter aux entreprises. Et deuxième élément, eh bien, vous ferez en sorte que vos plateformes, au-delà des traditionnels projets d'innovation que vous faites avec des entreprises, seront ouvertes à ce que des entreprises viennent travailler dessus. Donc ça, c'est un vrai chantier pour nous parce que faire en sorte qu'on passe les clés du camion ou du labo, y a du travail pour cela. On y croit, franchement, ça vient, mais ce n'est pas du jour au lendemain. Donc là, une ambition assez forte affirmée par la région face aux besoins des académiques. Et on se dit, finalement, on est assez fort comme ça, nous, naturellement, une petite couche de plus et d'intégration notamment, et ça devrait le faire. Voilà. Et ces plateformes, on fait comment pour les contacter? Alors, pour chaque plateforme, il y a un responsable. C'est Stéphanie. Ouais. Vous appelez Stéphanie. Voilà. Alors, vous appelez Stéphanie, vous criez Stéphanie dans le désert. Non, il doit y avoir plus simple. Non, donc je suis chargée d'affaires pivot, donc vous pouvez venir vers moi, mais sinon sur le site web, vous avez accès aux responsables de chaque plateforme, et donc vous pouvez les contacter directement. Et il y a aussi un coordinateur BRGM qui est accessible. Enfin, sur le site web, on peut lui écrire également. Donc voilà. Donc c'est plutôt simple de trouver le bon interlocuteur. Oui. Plus globalement, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un pôle de compétitivité et quelles sont ses missions principales? Je rembobine. Au tout début, c'est très simple. 3 missions pour les pôles. Mise en relation d'entreprises et d'académiques, à la fois entre entreprises avec les labos. Appui et guide pour monter, déposer et faire vivre des projets d'innovation. Et troisième grande fonction, l'aide au développement à l'international des adhérents des pôles. Est-ce que vous avez une petite question? Est-ce que tout cela a suscité des interrogations? Je viens vers vous. Bonjour, je suis Julia Vita, société Supratech. Bonjour. Ma question se porte sur la création des projets. Est-ce qu'il arrive qu'un organisme public, privé, etc., amène vraiment une demande précise, type on a des problèmes sur tel process de fabrication, on voudrait ou de traitement de l'eau, etc., et on voudrait trouver des solutions là-dessus? Je commence par un petit bémol. Moi, j'ai 2 années de vol au pôle, mais je pense que la réponse est oui. Parce que le principe, c'est sur les projets, je suis adhérent du pôle, je viens avec un projet ficelé, tout va bien, je le passe à la labellisation et il s'en va au financement. Par contre, je peux venir avec quelque chose de plus en amont. Il me manque un partenaire, j'ai une très bonne idée ou mon modèle économique, enfin la partie modèle économique de mon offre n'est pas encore calée, pourriez-vous m'aider? Mais rien n'interdit de penser en disant j'ai un gros sujet qui vient, j'ai une demande exprimée, je suis prêt ou à le financer ou à m'embarquer dans le process. Et là, on est très en amont. Mais la fonction de réseau, elle est là pour ça. C'est-à-dire, on vous met en relation avec qui peut vous aider à monter le projet, on peut nous filer un coup de main, vous aider à boucler le consortium. Et voilà, donc les fonctions assez standards d'une certaine manière. J'avais une autre question. Oui, ça y est. Donc, d'après ce que j'ai compris, j'ai pas retenu les noms exacts, mais Dream fait partie d'un consortium. Il me semble que c'était Water France. France Water Team. France Water Team. Ok. J'avais déjà eu des contacts avec le cluster Eau Milieu Sol. Ah oui. Alors, comment se passent les interactions entre ces différents acteurs? Est-ce que c'est une question de territoire, de domaine d'activité, de partenaires? Je retrouve l'image qui vaut mieux qu'un long discours. Vous le voyez? Regardez.
Voilà, ils ont signé. C'est-à-dire que France Water Team, c'est pour l'instant un objet sans structure juridique, mais ça va le devenir. EMS, Laurent Dechêne, ils ont signé. Donc en fait, quand on monte notre programme d'action, quand on a nos réunions de préparation, ils font partie du dispositif. Et maintenant, est-ce qu'il y a des logiques territoriales? Oui, d'une certaine manière, parce que les pôles et des clusters sont avant tout des objets géographiques isolés. Historiquement, un cluster, c'est un groupe d'entreprises qui se connaît bien parce qu'ils sont voisins et qui sont plus performants par ce fait-là. Donc il y a une dimension effectivement géographique. Maintenant, ça se double, ou il faut regarder ça dans un truc à 2 dimensions. Il y a les thématiques aussi. C'est vrai qu'au milieu sol et très haut milieu sol, problématique urbaine, voire ultra-urbaine. Vous descendez de quelques kilomètres au sud, vous êtes sur des logiques beaucoup plus agricoles ou forestières, voire fluviales, et là on tombe sur nos sujets à nous. Donc il y a aussi une complémentarité thématique. Je vous en prie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Non. Nous arrivons donc au terme de cette conférence. Je remercie la Dream Team pour cette explication très complète et je vous invite à aller sur leur stand qui est juste à côté. Vous serez les bienvenus. Merci.